Oui, comme nous avons déjà dit la dernière fois, lorsque nous avons commencé à parler de ce modèle, c'est ce modèle qui se base sur essentiellement, en fait, qui veut faire, comme nous avons déjà dit, une relation qui veut travailler sur la relation entre tout ce qui est extra-linguistique, donc tout ce qui est en quelque sorte qui n'est pas du domaine proprement linguistique, et évidemment est la langue, donc le système, si vous voulez, ou même l'utilisation, l'emploi de ce système en discours. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle se base sur la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Donc Peirce, comme vous voulez, donc Peirce. C'est Peirce, je crois que c'est mieux effectivement comme prononciation. Et donc, à la différence des modèles en linguistique qui normalement sont basés évidemment sur le modèle de Saussure. Donc, sur la sémiologie qui est dérivée du travail de Saussure. Si vous vous rappelez, on a parlé de quelques concepts. Alors là, ce qu'on va reprendre un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle l'iconicité. Alors, l'iconicité, c'est effectivement, c'est une relation, si vous voulez, toujours basée sur l'analogie, la similarité, les ressemblances entre, d'abord, le signifiant et le signifié, mais aussi entre le référent et parfois le signe lui-même, ou parfois même entre les formes tout à fait syntaxiques et le signe linguistique finalement. Donc lorsque par exemple vous parlez, lorsque vous, si nous prenons au fait en exemple la juxtaposition, souvent lorsque vous exprimez avec la juxtaposition des relations temporelles, qu'est-ce que vous faites? Normalement, ce qui précède en fait, l'événement qui est le premier précède celui qui vient ensuite, etc. Donc, si vous avez des cas comme veni, vidi, vici, donc là, c'est clairement le cas où, d'abord, évidemment, il faut que, d'abord, je vienne, ensuite, que je vois, et ensuite, effectivement, que je gagne. Donc là, vous avez un cas très clair, effectivement, que même au niveau de la syntaxe, vous avez ces relations qui sont des relations d'iconicité. Parce que là, ce que vous faites, vous traduisez par l'ordre des verbes, par l'ordre des phrases, par l'ordre des propositions, vous traduisez l'ordre chronologique. Alors là, donc pour revenir vers nos problèmes, en fait, vers la morphologie. Donc, lorsque vous avez ce qu'on appelle l'iconicité phonétique, c'est le fait que c'est le fait que cette iconicité traduit, en quelque sorte, soit l'emploi, soit les conditions physiques même d'utilisation de ces notions-là. Donc, lorsque vous avez, par exemple, nous avons parlé des diminutifs. Donc là, je crois, c'est sur cela qu'on s'est arrêté la dernière fois. Donc nous avons parlé sur la prépondérance des voyelles, disons claires, essentiellement I, E, dans toutes les langues qui connaissent des diminutifs. Par exemple, là, vous avez en italien, vous avez quelques exemples aussi en anglais, en allemand, etc. Et aussi des consonnes palatales. Pourquoi je parle qu'il s'agit de quelque chose qui est en quelque sorte qui dépend de l'utilisation de ces diminutifs. Les diminutifs normalement sont employés lorsque vous vous adressez aux enfants. Et lorsque vous vous adressez aux enfants, si vous vous rappelez, normalement vous utilisez les voyelles claires. Une voix qui n'est pas une voix grave, grosse, etc. Donc vous faites normalement bon, des trucs comme ça.
Alors là, lorsque par contre vous avez l'affaire, et là, lorsque vous avez affaire, et là je m'appuie sur les analyses aussi j'ai fait une analyse effectivement aussi des pseudo-suffixations argotiques, donc la pseudo-suffixation qu'on appelle parfois aussi suffixation parasitaire ou resuffixation. Il s'agit des suffixes qui, le plus souvent, n'ajoutent rien à la valeur sémantique, qui n'ajoutent rien au sens des mots. Alors, qu'est-ce qui se fait là? Lorsque vous avez l'argot, ce qu'on peut observer, c'est que vous avez la prédominance, la prédominance des voyelles, disons graves, essentiellement A et O, dans ces suffixes-là. Donc, lorsque vous parlez, par exemple, lorsque vous dites, c'est pas déjà valise, valoche, facile, fastoche, grave, gravos. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce sont ces éléments, ce sont essentiellement donc des suffixes qui portent sur des syllabes, en fait, qui portent sur des voyelles qu'on appelle parfois graves. Alors, comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer qu'il s'agit aussi, là, d'un rapport qui est iconique entre la position articulatoire qui est postérieure, puisque si vous employez O, A, c'est postérieur. Par contre, I, E, c'est antérieur. Alors, pourquoi cela? Et en plus, vous avez une aperture, en fait, une ouverture, oui, vous avez un degré d'aperture de ces deux voyelles beaucoup plus importante, puisque lorsque vous employez A, O, c'est beaucoup plus ouvert que I, E. Donc la bouche est plus ouverte finalement. Alors, d'où s'explique cela? Selon, en fait, là, c'est aussi une idée qui a été analysée aussi par Bourdieu, qui dit effectivement que cela peut s'expliquer par le fait que l'argot, franchement, l'argot et tous les domaines familiers, ce sont des domaines très macho, entre guillemets. Donc là, si vous voulez vraiment faire votre carrière dans ces cercles-là, il faut effectivement avoir une voix qui est grave. Si vous parlez avec une voix qui est fluette, là vous n'avez pas de chance. Alors imaginez au fait un caïd des banlieues parler avec une voix aiguë finalement. Bon, il ne passera jamais. Donc là, c'est pour ça qu'il s'agit effectivement aussi là, on peut voir aussi là une dimension qui est iconique. Donc avoir des voix, en fait, des suffixes basés sur des voyelles appelées graves pour marquer la virilité. Et évidemment, ensuite, ce sont des mots qui se sont lexicalisés comme facile, fastoche, etc. Donc ils ne sont pas employés uniquement par des milieux des caïds ou dans les cercles ou dans l'argot, mais quand même. Donc, dans tous ces domaines-là, effectivement, dans tout ce qui est le domaine argotique, tout ce qui est, disons, le français des cités, le français des banlieues, etc., donc c'est quelque chose qui est très représentatif. Donc, vous avez essentiellement, là, à la différence des diminutifs, là, vous avez par contre d'autres types de voyelles. Alors, pour continuer, aussi, par exemple, aussi, ce qui est assez intéressant, si vous vous rappelez, on a parlé de cette distinction entre figure et fond, figure and ground, dans ce qu'appelle Langecker, et iconicité. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que aussi vous pouvez analyser parfois aussi le fait que la taille des mots dépend
de ce domaine-là. On a une préférence assez nette pour les 10 syllabes, donc pour les mots qui ne connaissent que 2 syllabes. Ça ne veut pas dire que dans toutes les langues, il faut qu'il y ait 2 syllabes, mais évidemment, mais une préférence assez nette. Ça, c'est aussi ce qui a été... Oui, c'est une règle en quelque sorte qui est universelle, oui, qui est faite dans ce modèle qui est considéré comme universel, oui. Mais c'est vrai que ça dépend ensuite des langues, oui, oui. Comment ça s'applique, mais c'est une règle qui est considérée comme universelle dans le cadre là. Alors, je vais te donner quelques exemples, par exemple, pour le français. Alors, évidemment, en français, vous avez des mots d'une seule syllabe, de 2 syllabes, de 3 syllabes, de 4 syllabes, ça va jusqu'à, je crois, 5 ou 6 syllabes. En allemand, la situation est tout à fait différente, évidemment, mais bon, là, c'est un autre domaine. Mais ça a été aussi observé, par exemple, dans le cadre d'autres théories, notamment dans le cadre de théorie de l'optimalité. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc là, c'est vraiment aussi un cadre théorique, en fait, qui est tout à fait distinct de celui dont je parle, mais où aussi vous avez cet idéal d'avoir des mots de 2 syllabes. Alors, comment on peut voir, en fait, vraiment qu'il y a cette préférence? Alors, vous avez des cas où, lorsque vous avez en français des cas de troncation, les 3/4 des troncations sont des 10 syllabes, contre 1/4 seulement de monosyllabes. Donc vous avez évidemment, si vous avez des profs, si vous avez des fac, etc., mais vous avez par contre des ordis, des compiles, où vous avez essentiellement des troncations de 2 syllabes. Donc c'est en quelque sorte la préférence. Donc si on calcule, là on voit déjà que c'est une nette préférence. Ensuite, lorsque vous avez le verlan, lorsque vous parlez du verlan, ou des procédés de verlanisation, normalement, qu'est-ce que vous prenez? L'exemple prototypique, c'est le fait que vous prenez un mot de 2 syllabes, et vous avez tiré, réti, pari, ripa, etc. Donc même si les mots, parfois, ne s'emploient plus, mais vous avez donc, en quelque sorte, l'emploi le plus prototypique, l'application la plus prototypique du verlan est la plus simple à suivre, finalement, c'est lorsque vous avez des mots de 2 syllabes. Lorsque vous avez des mots de 3 syllabes, ça peut déjà provoquer des problèmes. Lorsque vous avez des mots d'une seule syllabe, oh là là, c'est plus dur. Parce que vous avez femme, meuf, etc. Donc là, ce qui... Parce qu'on a transformé, en fait, femme, l'analyse... Fameux, oui. C'est femme, fameux. En fait, oui. On passe, oui. Merci. On passe par une forme de 2 syllabes. On passe par femme, fameux, meuf. Fameux, Meufa, et puis bon, la dernière voyelle tombe, et bon, chute, etc. Ou si vous avez par exemple des cas lorsque vous avez l'aphérèse. L'aphérèse, c'est le procédé de troncation où vous coupez la première partie du mot. Donc normalement vous avez des apocopes, donc vous coupez la dernière partie. Mais là, l'aphérèse se trouve aussi en français. Et donc vous coupez en quelque sorte la première partie, ce qui pose un certain nombre de problèmes d'interprétation parce que là, lorsque vous avez dic, déjà dic ça veut dire, en fait, en argot des cités, ça veut dire indicateur, donc celui qui balance les potes aux policiers. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez indicateur. Ensuite, vous avez la troncation indique. Vous avez ensuite une aphérèse qui est dic, tout simplement, indique. Et le plus souvent, ce qu'on fait, c'est ce que dic, évidemment, n'est pas conforme à l'idéal, à cette préférence pour les 10 syllabes. C'est ce que vous avez un redoublement, en fait. Donc vous avez un dic-dic.
Ou vous avez musique, qui donne zik, et qui peut donner aussi zik-zik. Donc pour reconstituer, pour revoir, pour revenir vers cet idéal finalement. Ou, par exemple, dans les pseudo-suffixes qu'on a déjà mentionnés, lorsque vous avez des mots où vous ajoutez des suffixes parasitaires, des suffixes qui franchement ne disent rien, qui n'ont pas de sens, qui n'apportent pratiquement aucune signification, pas d'apport sémantique à proprement parler, mais qui désignent quoi? Qui désignent tout simplement, qui dénotent tout simplement l'appartenance d'un mot à un registre qui est argotique, qui est familier, etc. Donc là, vous avez des mots comme par exemple pourri. Alors, même si vous dites pourri, vous pouvez dire aussi en argot pourrave. Ça c'est dit. Alors là, ici, franchement, il n'y a pas de différence vraiment de sens, de signification. C'est tout simplement que pourri, c'est du français standard, pourrave, c'est du français argotique. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous avez tronqué, donc vous avez fait une troncation, mais là, ce que vous avez fait, et là c'est le propre des pseudo-suffixes, c'est que vous avez ajouté effectivement un suffixe qui est parasitaire, mais qui reconstitue ce schéma qui est dissyllabique. Aussi, par exemple, la même chose pour couillonner, couillave. Même si vous coupez, même lorsque vous coupez, là vous avez ce mécanisme de pseudo-suffixation, de resuffixation, qui reconstitue cet idéal des dissyllabes. Aussi, par exemple, un autre exemple, là, lorsque vous avez, par exemple, les pseudo-suffixés des monosyllabes, lorsque vous ajoutez même, ce qui est assez bizarre, parce que normalement, on dit que pour que le français connaît beaucoup de troncations, d'aphérèses, d'apocopes, etc. Donc que lorsque les mots connaissent plus de 3 ou combien de syllabes, effectivement, il faut les couper. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez même des mots qui sont monosyllabes, donc qui n'ont qu'une seule syllabe, alors même là, vous avez des cas souvent qui, dans des registres qui ne sont pas normés, alors là, dans des registres qui ne sont pas normés, là, vous avez des structures qui sont absolument dissyllabiques, comme par exemple bombe, bombax, balle, baloche, etc. Donc là, tout ça, en fait, qu'est-ce que ça montre? C'est-à-dire, alors, la préférence pour les dissyllabes, le plus souvent, ça, il faut rechercher les exemples dans des registres qui ne sont pas normés, qui ne sont pas standardisés. Parce que lorsque vous avez un standard, évidemment, là, c'est autre chose. Ok. Par exemple, un autre concept qui est assez connu, effectivement, en fait, qui est aussi très important, c'est la transparence morphotactique. On a deux types de transparence. Donc la transparence, c'est quelque chose où vous pouvez voir, effectivement, la relation entre le sens, en fait, entre le signifiant et le signifié, entre la forme et la signification. Et donc là, vous avez les cas de transparence, par exemple, morphotactique. Donc ça veut dire que cette transparence est maximale, est optimale, si aucun obstacle n'interfère entre la signification et la forme. Par exemple, lorsque vous avez des cas de dérivation tout à fait régulières, c'est l'exemple optimal finalement. Donc là, vous avez le cas de bête et bêtement. Là, franchement, c'est régulier, c'est très régulier. Vous avez bête, vous avez bêtement. Donc vous avez une dérivation qui est parfaitement régulière. Là, aucun obstacle
n'intervient. Et donc là, ici, c'est optimal. Ce qui est déjà moins optimal, c'est lorsque vous avez déjà, par exemple, zinc et zingueur. Parce que vous avez déjà une différence, vous avez déjà un changement au niveau phonétique. Alors, ce qui est même moins optimal, lorsque vous avez catholique, catholicité. Catholique, cité. Bon, voilà. Donc là, vous avez déjà un changement. Donc c'est déjà plus opaque, c'est moins transparent. Ou par exemple, si on prend Bavière comme région, et bavarois, Bavière, hier, un roi. Donc là, vous avez déjà un changement qui est plus important. Ou si vous prenez par exemple Saint-Étienne, donc qui est dans stéphanois. En fait, qui déjà là, il faut remonter loin dans l'histoire. Et puis j'ai trouvé aussi un exemple de Moutier en Suisse, où les habitants s'appellent des Prévotois. Alors là, c'est complètement dingue. Pardon, je m'excuse du mot, mais bon, c'est absolument pas transparent. Donc là, vous avez ce lien. Et puis évidemment, si vous avez la transparence qui est morphotactique, vous avez aussi la transparence qui est morphosémantique, donc qui touche le sens. Alors là, ça repose sur le principe de compositionnalité du sens de Frege. Je crois que vous connaissez, oui. Alors là, donc, si vous avez la composition la plus transparente, en fait, là, vous avez aussi des cas où vous avez des échelles. Qu'est-ce qui est plus transparent au niveau du sens? Lorsque vous regardez le sens. Là, ce qu'on a regardé, c'était la forme. Zang, zanger, catholique, catholicité, etc. Mais là, ce qu'on va regarder, c'est au niveau du sens. Est-ce que le sens est compositionnel? Est-ce que vous pouvez dériver le sens d'une unité à partir des parties qui forment cette unité? Oui? Donc là, vous avez des cas comme par exemple, là, vous avez aussi des échelles. Par exemple, la composition est normalement plus transparente que la dérivation. Donc lorsque vous avez des mots qui sont composés, c'est normalement plus transparent. Si vous prenez le mot allemand Fußballspieler, c'est Fußballspieler, donc joueur de foot, littéralement. C'est absolument transparent. Si vous avez par contre le mot français footballeur, pourquoi c'est moins transparent? Parce qu'effectivement, est un suffixe qui peut avoir plusieurs sens, plusieurs significations différentes. Et donc un footballeur, franchement, ça pourrait désigner soit quelqu'un qui fait le foot, soit une machine qui fait le foot, soit autre chose. Mais si vous avez le mot allemand, là, Spieler, c'est clair, joueur de foot, de football. Donc c'est pour ça que la composition est plus transparent au niveau de la syntaxe, en fait au niveau du sens. Par exemple aussi, là vous avez des cas comme ensuite, si on passe même au syntagme, gros mots. Alors gros mots, déjà, c'est beaucoup moins transparent parce que un locuteur qui ne connaît pas le français ne saurait jamais ce que ça veut dire un gros mot. Parce que les mots ne peuvent pas être gros ou petits, etc. Bon. Donc là vous avez déjà un sens qui est dérivé. Ou boîte aux lettres, c'est pareil. Ça pourrait désigner n'importe quoi. Ou même des exemples qui sont absolument pas transparents, comme c'est le cas des petits fours, parce que vous mangez des petits fours, ce ne sont pas des petits fours. Ce que vous mangez, ce sont des petits, des aliments, effectivement. Ou lorsque il y a des cas comme, par exemple, lorsque vous parlez que quelqu'un est, qu'une femme est plutôt, ou que quelqu'un est plutôt fleur bleue. Là, c'est absolument pas clair. Vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas de connaissance de la langue. Donc c'est absolument pas transparent au niveau sémantique. Oui, ça rejoint toute la problématique de la
phraséologie. Oui, de la phraséologie. Oui, 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 oui. Parce que ici, vous avez petit fleur bleu, bon, petit four, fleur bleu, aussi déjà gros mot, boîte aux lettres. Donc, vous avez des degrés de transparence. Et donc, à ce niveau-là, donc, le sens est peut-être compositionnel ou pas. Alors là aussi, par exemple, là vous avez aussi des degrés. Donc, la dérivation est normalement plus transparente que la conversion. Donc là, ils disent, pourquoi? Parce que vous ajoutez quelque chose. Vous ajoutez au fait un suffixe là où, par exemple, vous avez tout simplement rien. Vous avez donc la glisse et la glissade. Donc dans ce modèle-là, la dérivation est plus transparente parce que, pourquoi? Parce que vous ajoutez quelque chose. Donc au niveau, déjà aussi, morphothématique, morphotactique, vous ajoutez un élément qui ensuite est reflété dans le sens. Oui, mais alors là, on est au niveau des principes théoriques, c'est-à-dire qu'on a cette idée que s'il y a un changement... Oui, voilà, c'est justement ça. Il n'y a pas de confirmation psycholinguistique, par exemple. Non. Hein, parce que pas encore, je ne connais pas. Oui. Je vois bien pourquoi ils disent ça, que la dérivation serait plus transparente que la conversion, mais je ne suis pas sûr de la... Oui, que ce soit... la chose, parce qu'on dit beaucoup la bouffe, on a l'impression qu'il y a, sans parler de l'anglais, donc, je ne sais pas. Là, Non, je suis parfaitement d'accord qu'il y a des cas où vraiment, en fait, il y a des éléments de la théorie qui sont discutables, qui mériteraient d'être expérimentés. Oui. Ce qui n'a pas été fait encore. Oui, et donc vous avez aussi le fait que, par exemple, aussi la préfixation est plus transparente que la suffixation. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement de catégorie grammaticale. Lorsque vous ajoutez des préfixes, normalement, à quelques exceptions près, vous ne changez pas la catégorie. Donc si vous dites daté, antidaté, post-daté, etc., ce sont absolument les verbes que vous employez. Mais lorsque vous avez datation, datation, c'est déjà, c'est déjà le changement de la catégorie qui est en jeu. C'est bon? Ça va? Je ne fatigue pas trop? Ok, bon, on y va. Ok, bon, juste pour terminer, juste deux concepts clés. Ce qui a été proposé dans ce modèle, ce qui a eu un certain succès, au moins en fait, dans certains milieux. En France, par exemple, c'est Bernard Fradin qui s'est le plus consacré à ce problème. C'est que vous avez d'un côté la morphologie qu'on appelle grammaticale et de l'autre côté la morphologie qu'on appelle extra-grammaticale. Donc extra-grammaticale, ça veut dire grosso modo non grammaticale, donc qui sort de la grammaire, qui sort des règles. Alors, je vais vous donner quelques exemples, parce que, en plus, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que lorsque vous avez la morphologie qui est grammaticale, vous avez deux types, deux niveaux, en quelque sorte, de morphologie grammaticale. Vous avez la morphologie grammaticale qui est prototypique, évidemment, ce qui s'oppose à ce qui est prototypique, vous avez la morphologie non prototypique, qu'on appelle parfois aussi la morphologie marginale. Donc vous avez le type marginal. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque vous parlez de la morphologie prototypique, ce sont des règles qui à la fois travaillent sur la signification et la forme du mot. Donc là, vous avez des exemples classiques, vous avez des exemples typiques de la dérivation. Comme par exemple, lorsque vous avez livré, celui qui livre est un livreur. Le fait de livrer, c'est la livraison. Donc là, vous avez en quelque sorte les règles qui à la fois travaillent sur la signification et sur la forme. Ce qui est aussi très important, c'est que c'est régulier, en plus c'est prédictible, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite appliquer cette règle-là aussi à d'autres formes.
Comme nous avons vu, celui qui fait le football est un footballeur. Ou vous avez un changement important sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que normalement, dans les exemples prototypiques, vous changez de catégorie. Si vous avez livré, là vous avez un verbe. Et lorsque vous changez, en fait, un important sémantique, donc là vous avez, donc livré, vous avez effectivement un verbe qui veut dire l'action de faire quelque chose. Et lorsque vous avez livreur, c'est personne qui fait ça et ça et ça. Ou lorsque vous avez footballeur, donc c'est celui qui s'occupe. En fait, c'est l'activité, la personne. Donc vous avez un changement sémantique qui est important. Ou si vous avez un changement de catégorie grammaticale qui est important. Puisque normalement, lorsque vous faites des dérivations, qu'est-ce qui se produit? Au fait, ce qui se produit, c'est le fait que vous passez de la catégorie des adjectifs à la catégorie des noms, de la catégorie des noms à la catégorie des verbes, etc. Donc lorsque vous avez par exemple fragile, fragilisé, c'est important puisque vous passez de la catégorie où vous avez d'abord un adjectif et vous dérivez un verbe. Donc là vous avez un changement de catégorie grammaticale qui est important. Par contre, lorsque vous avez toujours, on reste dans le domaine de la grammaticalité. Lorsque vous avez par contre la morphologie grammaticale non prototypique, qu'on appelle parfois marginale, là vous avez des cas de suppléance. Par exemple, alors essayez de dériver, par exemple, du mot français « je » un adjectif. C'est impossible. Là vous avez un cas de suppléance, ludique. On dit le plus souvent, je crois. Où vous avez chien. C'est canin. Chat, félin. Vous avez des cas de suppléance plus ou moins grandes, effectivement, qui ne rentrent pas tout à fait, dans des cas prototypiques. Parce qu'il faut les apprendre cas par cas. Vous avez par exemple aussi les diminutifs. Les diminutifs sont un champ souvent qui n'est pas très lexicalisé dans la plupart des langues. Mais vous pouvez toujours les forger. Et ce sont des cas, des diminutifs souvent s'appuient sur, comme nous avons déjà vu, sur un peu la morphophonologie, qui donc n'obéissent pas tout à fait à des règles grammaticales. En plus, les diminutifs normalement ne changent ni la catégorie grammaticale, en plus, les diminutifs n'introduisent pas un changement sémantique important. Si par exemple, vous employez, c'est pas en allemand, Glas, Gläschen, un petit verre, un verre ou un petit verre, là, franchement, c'est pas un changement sémantique important. Puisque vous pouvez toujours boire soit un Glas, soit un Gläschen, effectivement. Donc là, rien ne se produit de trop important. Ensuite, vous avez les hypocoristiques, par exemple. En français, vous avez par exemple des cas où vous avez les diminutifs des noms propres. Ce qui normalement dans d'autres langues se fait par exemple par des diminutifs, par de vrais diminutifs, donc par des suffixes. En français, vous dites quoi par exemple? Vous dites Jojo, Chichi, Mémé, donc vous avez, donc il y a ce procédé-là, ou Flo-Flo, par exemple pour vous dire Florence ou Flo tout simplement, donc ou Nanard pour Bernard par exemple. Donc là, ce que vous avez là, donc les hypocoristiques aussi souvent rentrent dans cette catégorie. Ils obéissent à des procédés qui sont grammaticaux, en principe, mais bon, qui s'en écartent. Aussi, par exemple, les formations en eau. Là, j'ai choisi ça parce que c'est tout un chapitre de ce qu'ils appellent, en fait, et de ce que dans ce modèle s'appelle la morphopragmatique. Morphopragmatique, ou, par exemple, morphopragmatique, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre un procédé morphologique
qui est régulier, et le résultat qui est tout à fait pragmatique, qui se situe au niveau de l'énonciation. Par exemple, lorsque vous employez des formations en O, comme propriétaire, proprio, directeur, dirlo, là, franchement, vous ne passez pas par le sens, mais vous passez directement à l'emploi, à la dimension pragmatique de ces mots-là. Qu'est-ce que vous signalez avec l'emploi de ces mots en O? Vous signalez quoi? Vous ne dites rien sur la personne qui est en jeu. Dirlo, proprio. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'établir une relation de connivence avec votre interlocuteur. Donc ce n'est pas que vous portez un jugement sur la personne qui est en jeu, sur le référent. Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous voulez établir une relation de connivence avec votre interlocuteur. C'est ce qui est important. Parce que vous n'employez pas ce terme n'importe comment. C'est lié à des contextes, à des situations. Ok, et puis vous avez des cas de ce qu'on appelle la morphologie qui est extra-grammaticale. Là, ce sont des procédés grammaticaux. En fait, les procédés grammaticaux n'imposent pas de contraintes, ni sémantiques, ni catégorielles aux bases. Donc ça veut dire effectivement que normalement, vous pouvez, comme vous avez déjà vu, vous pouvez ajouter quelques suffixes, quelques préfixes, n'importe comment. Donc c'est pas lié que ce suffixe est réservé à telle et telle base, ou que ce préfixe doit absolument être employé de telle et telle façon. Aussi, le changement associé à ces procédés n'est pas important. Donc là, c'est aussi un des cas de figure. Donc là, vous avez des changements normalement qui touchent souvent des registres de langue. Vous avez des cas où ces procédés n'obéissent pas à des patrons qui sont réguliers, donc n'obéissent pas à des procédés qui sont réguliers, donc les règles ne jouent pas. Ils ne sont pas productifs, ils sont créatifs. Ça, on va y revenir. Donc, ils ne sont pas productifs. Donc, ce qui est productif en morphologie, normalement, c'est ce qui obéit à des procédés qui sont réguliers. Ce qui est créatif, ce sont des inventions, si vous voulez. Parce que vous inventez des mots. Vous pouvez le faire. Soit comme locuteur natif, soit comme locuteur étranger. Vous pouvez le faire. Vous pouvez inventer des trucs. Donc, vous avez l'application de ces procédés est intentionnelle et consciente, souvent. Je vais te donner quelques exemples après, comme vous allez voir. Donc effectivement, ça se fait souvent de façon qui est intentionnelle. Parce que normalement, lorsque vous appliquez les règles de la morphologie, alors ces règles, normalement, vous les appliquez de façon inconsciente, ou non consciente, si vous préférez. Donc vous le faites de façon automatique. Lorsque vous dérivez des mots, lorsque vous employez des formes, lorsque vous conjuguez les verbes, lorsque vous déclinez les mots. Alors là, vous le faites de façon qui est intentionnelle et qui est consciente. Ensuite, la fonction de ces procédés n'est pas descriptive. Donc, normalement, si vous voulez, pourquoi vous dérivez d'autres mots? Pourquoi vous employez la préfixation, la suffixation? C'est pour forger d'autres éléments qui permettent de parler du monde, d'avoir, en fait, ce sont des éléments qui permettent de décrire le monde. Et donc si, évidemment, vous ne le faites pas, bon là, évidemment, si ces mots n'ont pas cette fonction-là, cette fonction est moins présente. Donc ils ne répondent pas, donc ces mots, si vous voulez, ces procédés, ne répondent pas à des besoins de dénomination et de transfert d'informations. Donc vous ne transférez pas les informations à partir de ces éléments-là. Alors, quelques exemples. Par exemple, dans le langage enfantin, vous pouvez avoir des onomatopées. Franchement, les onomatopées, il y en a, oh là là, oh là là, oh là là là. Donc, chacun peut inventer des onomatopées. Donc, c'est un procédé qui est extra-grammatical, qui n'obéit absolument à rien, qui n'est pas là
contribuer en quelque sorte à la dénomination. Et donc vous pouvez par exemple dire poum, ou vous avez des réduplications comme par exemple pour chaussettes, il y a des enfants qui disent des tétettes. Bon. Ou vous avez des opérations qu'on appelle parfois qui sont non sophistiquées, comme par exemple des troncations courantes. Lorsque vous avez des troncations, vous pouvez couper tout et n'importe quoi, franchement. Et là, il n'y a que des règles morphophonologiques qui agissent un tout petit peu, mais bon, par exemple, bourge, comme dab. Vous avez des mots échos, comme dada, loulou, où effectivement, vous avez tout simplement, où tout ça se passe au niveau purement phonétique, ou parfois qui obéit, évidemment. En fait, ce qui obéit aussi à des contraintes qui sont morphophonologiques. Ensuite, par exemple, lorsque vous avez des opérations plus sophistiquées, vous avez par exemple des troncations qui sont planifiées. Je veux dire planifiées, qui sont là, comme par exemple le Club Med. C'était quelque chose qui a été planifié. C'était une boîte qui s'est consacrée à cela, où vous avez Libé, pour libération par exemple. Donc tout ça, ce sont des procédés qui sont en quelque sorte planifiés. Aussi, lorsque vous employez des sigles, par exemple là j'ai employé BHL, Bernard-Henri Lévy ou Dominique Strauss-Kahn. Donc là, lorsque vous avez des sigles aussi, c'est quelque chose qui est planifié. Mais ça, ce sont aussi des procédés qui relèvent, dans ce modèle-là, de la morphologie qui est extra-grammaticale. Parce qu'il n'y a pas de règle là. Parce que vous pouvez avoir des sigles, vous pouvez avoir d'autres types de mots. Lorsque vous avez aussi des mots valises, les mots valises, souvent, ce sont des mots qui sont planifiés, comme par exemple clavardage, clavier, bavardage, ou courriel, courrier électronique, ou foultitude, foule, multitude, par exemple. Vous avez aussi des pseudo-suffixations, comme j'ai déjà dit, c'est planifié. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous déformez la forme des mots, comme sourd, sourdingue, ou les langages cryptés, comme le verlan. Le verlan, c'est quelque chose qui est, dans ce sens, sophistiqué, parce que, pourquoi ? Parce que c'est intentionnel, donc vous déformez la forme des mots pour ne pas se faire comprendre des autres. Donc le verlan, lorsque vous employez le verlan, là, vous avez deux fonctions essentiellement qui dominent. C'est le fait que ne pas se faire comprendre des autres, de ceux qui ne font pas partie du même groupe que vous, et évidemment aussi cette fonction d'identification, au fait de se faire reconnaître comme un membre du groupe auquel vous appartenez. Ou vous avez aussi des jeux de mots, des occasionnalismes parfois, qu'on appelle des occasionnalismes, ce sont des apax. Des apax, donc ce sont des mots en fait, qui apparaissent comme ça, de temps en temps, une fois, deux fois, mais qui ne sont pas lexicalisés. Et donc vous pouvez dire, par exemple, fortune, vous pouvez avoir un jeu de mots. La fortune, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est fort en thune. Bon, par exemple, bon, c'est un exemple comme ça, mais là, si vous lisez la presse, si vous écoutez des imitateurs, là, vous en trouverez pas mal d'exemples, effectivement, de ces jeux de mots, de ces occasionnalismes qui apparaissent comme ça. Ok, là je vous donne aussi quelques informations, là ça vous trouverez, donc c'est en anglais et les deux autres sont en français, donc pour s'initier un petit peu à cette approche-là. Ok, je vous remercie pour maintenant, est-ce que c'est trop long ? Il nous reste encore un peu de temps.